crise, je voudrais partir de la grande crise, la crise de 1929, pour en venir à celle d'aujourd'hui, qui a commencé donc en 2008 et de laquelle nous ne semblons pas du tout près de sortir. Il y en a eu beaucoup entre-temps, mais c'est ces deux-là que je vais considérer. Eh bien, quand on dit crise du capitalisme, on pense tout de suite à ce qu'en disait Marx, que les crises annoncent la fin du capitalisme. Or, sans reprendre ici l'analyse de Marx, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1929 et après, le capitalisme, bien loin de s'effondrer, s'est finalement relancé pour un cycle nouveau. Pourquoi et comment? C'est là donc où on voit que la crise, c'est aussi la crise du sens. Pourquoi donc et comment? Alors, je ne suis pas le premier à me poser cette question. Gramsci se l'était déjà posé quand il était dans les prisons mussoliniennes, dans les années 30. Pourquoi, au juste, la révolution annoncée par Marx n'a-t-elle pas eu lieu? On sait la réponse qu'il y apporta avec le concept fort intéressant, à mon sens, de révolution passive. On m'entend assez, non? Ouais. Donc, on sait de la réponse qu'apporta Gramsci avec le concept de révolution passive. Et cette notion de révolution passive réfère à la formidable capacité d'initiative du capitalisme, susceptible de profiter de ces crises pour se réformer et prévenir ainsi toute révolution active. Ce que je veux dire, c'est que la réforme du capitalisme entreprise après 1929 est analysable justement comme révolution passive. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que cette réforme est entièrement lisible à partir de ce propos de Henry Ford, qui disait « Un ouvrier bien payé est un excellent client ». Sous-entendu, pour acheter donc son produit, c'est-à-dire la Ford T qui lui-même, cet ouvrier, produit. Et c'est donc cela que la crise de 1929, une fois résorbée, a amené quelques années plus tard, c'est-à-dire un ouvrier capable désormais, après ses heures de travail, d'aller faire des petits tours en voiture. C'est ça la révolution passive. Autrement dit, cette réforme du capitalisme a entraîné une grande bascule du sens même de ce qu'on appelle loisir. Pourquoi? Parce que avant, c'est-à-dire avant, depuis toujours, depuis l'Antiquité, le loisir était le temps du travail sur soi. C'est-à-dire qu'il y avait le temps du travail sur les autres, celui du travail, et le temps du travail sur soi. Je vous renvoie donc à cette notion très importante d'osium, que l'on peut traduire par loisir actif, qui s'oppose, comme vous le savez, au négocium, au négoce, qui concerne donc la vente du travail et de ses produits. Donc, deux mondes, celui du travail, celui du loisir actif comme temps du travail sur soi. Dans cette réforme, il s'agira de faire oublier le temps du travail sur soi, en transformant le temps de loisir, premièrement, en temps de consommation de certains objets, des objets que produisent les ouvriers, deuxièmement, en pur et simple divertissement, et troisièmement, en travail d'un nouveau type. Alors, je n'ai pas le temps de visiter, de travailler sur tous ces points ici. Je n'étudierai que le premier, la transformation du loisir en temps de consommation. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle de cette période, c'est que la tentation fasciste était très présente chez un certain nombre de grands patrons américains, Ford en particulier. On sait par exemple que William Dodd, qui a été l'ambassadeur
des États-Unis à Berlin de 1933 à 1937 envoyait sur ce point un certain nombre de notes à Roosevelt. Je vous en lis une. Ça vient de l'ambassadeur américain. Une clique d'industriels américains est diablement attirée par la création d'un État fasciste qui supplanterait notre démocratie et qui travaillerait étroitement avec les régimes fascistes allemands et italiens. Alors, comment donc les États-Unis ont échappé à cela? Voilà la question, après 1929. Eh bien, justement, en réformant profondément, mais par touches successives, le capitalisme. Ça s'appelle cela le New Deal, qui a été donc imposé par le président Franklin Roosevelt, et cette politique a été évidemment décisive. Cette politique interventionniste a été mise en place donc de 1933 à 1938 pour réformer les marchés financiers, relancer l'économie américaine gravement touchée par le krach de 1929, avec donc un chômage de masse et des faillites en chaîne, et troisièmement, soutenir les classes, les couches les plus pauvres de la population. Le génie de Roosevelt, qui était le seul président, il faut quand même le dire, américain, à avoir été élu pour 4 mandats consécutifs, donc possible, de 1933 à 1945, ce qui en fait donc un parfait contemporain de Hitler. Donc le génie de Roosevelt a été de mettre en œuvre une politique interventionniste qui ne permit rien de moins que l'invention ou la réinvention du rêve américain qui s'épanouira après-guerre avec un certain nombre de composantes. J'en cite quelques-unes. Le cinéma hollywoodien, le pavillon de banlieue, le shopping center, le fast-food, la généralisation de l'automobile, le phénomène teenager, puis ensuite la pilule contraceptive, la télévision et la presse hédoniste. C'est-à-dire autant d'industries culturelles nouvelles chargées de capter le temps libre des foules et appelées à devenir un modèle pour le monde entier, adaptable selon les contextes. Alors la grande question, c'est de savoir pourquoi les foules furent-elles, au nom même de la démocratie, ravies dans tous les sens du terme, ravis de perdre leur temps libre, puisque celui-ci allait bientôt se voir de plus en plus occupé par la consommation, aux USA d'abord, dans le monde entier ensuite. Eh bien, pour une raison majeure, parce que ce fut à l'évidence un moindre mal par rapport au fascisme. C'est-à-dire que entre la schlag et des produits qui sont faits pour vous faire plaisir, il n'y a pas photo. Or, ces produits, il faut les produire. Et le calcul est simple. Le développement de la consommation permettra la relance de la production, de toute la production, des industries de la transformation aux industries de base. Et les stratèges du New Deal, c'est-à-dire les démocrates, c'est-à-dire la gauche américaine, reprirent donc à leur compte la stratégie de Ford qui, contre une bonne partie de Wall Street, payait mieux ses ouvriers. En les payant plus, ils purent consommer davantage. Ce tournant du capitalisme peut être analysé comme ce que j'appelle une rétrocession de jouissance. Pour sortir de la crise, le capitaliste rationnel, soucieux de son intérêt, a été amené à comprendre qu'il devait partager une partie de la jouissance qu'auparavant il confisquait en s'appropriant presque tous les fruits du travail des ouvriers. Les plus avisés d'entre ces capitalistes ont alors compris que ce qu'ils perdaient d'une main, ils pouvaient largement le regagner de l'autre. Il suffisait de créer des activités marchandes pour occuper et investir le temps de loisir de façon à pouvoir l'exploiter de manière industrielle. Une seule condition pour que cela marche, que les activités promettent de combler certaines appétences pulsionnelles autrefois réprimées au sein de ces populations, et qu'elles tiennent, autant que se peut, leurs promesses. Le loisir s'est trouvé du coup saturé de marchandises, c'est-à-dire, pour l'essentiel, des leurres. Il s'est agi de représenter
comme répondant à des besoins impérieux, autrement dit à des pulsions qu'il n'y eut plus besoin de réprimer, mais au contraire d'exalter. C'est pourquoi le capitalisme, de répressif qu'il était, devenait libidinal. C'est-à-dire qu'il changeait de commandement. Il passait du commandement qui disait « travail, vêtements, et pour le désir, tu repasseras », à une intimation incitative. Pour peu que tu continues à travailler vêtements, à l'époque du Fordisme, de la division du travail fordiste, donc pour peu que tu continues à travailler vêtements, tu auras des récompenses. Il est facile de montrer que c'est là un tournant important. En effet, la journée de l'individu moyen se divise grossièrement en 3 parties. Le temps de travail, le temps de loisir et le temps de repos. Or, l'ancien capitalisme n'utilisait que le temps de travail. Il avait donc intérêt à ce qu'il soit le plus long possible. Pour gagner le nouveau marché, il lui suffisait donc d'investir le temps libre. La seule condition était que celui-ci devienne rentable. À partir de là, on pouvait diminuer le temps de travail et augmenter le temps libre. Investir le temps de travail fut donc la mission des industries du loisir, c'est-à-dire les industries du transport, puis les industries du bien-être, les industries de la consommation, de la communication, les industries de l'image et du son, puis après les industries du tourisme. Alors j'ai analysé ailleurs dans un livre qui s'appelle « La cité perverse », les psychotechniques qu'il a fallu mettre en place pour réussir ce fantastique coup de force dans la civilisation, consistant à présenter des leurres comme utiles, voire même comme indispensables. On peut voir un symptôme massif de ce tournant dans le fait que 1929, donc l'année de la Grande Crise, a été aussi l'année de l'invention d'un personnage culturel tout nouveau dans la civilisation. Je veux parler de la pin-up. Alors, la pin-up, je ne sais pas si vous en avez dans vos chambres ou dans les cabines de votre camion, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez en avoir une ici, sur la couverture de mon livre. Celle-ci est de l'inventeur de la pin-up, de Vargas. Je peux la faire circuler si vous voulez mater la pin-up un petit peu pendant que je parle. Donc la pin-up, c'est ce personnage culturel qui a été chargé d'érotiser tout objet pour le rendre désirable. De la cigarette à la voiture, en passant par le tracteur, et même ici, c'est une clé à molette qui érotise. Le freudisme même, qui venait donc d'ouvrir une fenêtre sur la zone la plus opaque et la plus intense de notre vie, la zone des désirs, le freudisme même donc a été fortement mis à contribution pour aider à la fourniture d'objets, on pourrait dire, libidinalement formatés. Et il faut en effet savoir que c'est le neveu de Freud, qui était émigré aux États-Unis, qui était un bon connaisseur de l'œuvre de son nom, ce neveu qui s'appelle Edward Bernays, qui a créé, avec le succès que l'on sait, cette science, entre guillemets, appelée le marketing. Et en fait de science, le marketing consiste en un ensemble de techniques de manipulation que les Américains appellent significativement le spin doctors. C'est-à-dire tout ce qui concerne la manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion, des sentiments, des affects, des désirs et des autres éléments de la doxa. Donc la technique de base consiste à présenter un produit aliénant comme un produit libérateur. Par exemple, ce sont des pin-up de chair et d'os, puis des pin-up de papier, qui furent utilisés dès 1929 pour montrer que les femmes, si, par exemple, elles se mettaient à fumer, pourraient prendre aux hommes leur objet phallique et se libérer ainsi de leur emprise. Ça, c'est l'analyse de Bernays, neveu de Freud, qui fait donc une psychanalyse appliquée à l'entreprise.
capitalisme totalement instrumentalisé, évidemment, en fonction des finalités de l'entreprise. J'ai raconté dans La Cité perverse l'épisode du 31 mars 1929, donc l'année de la crise. Et cet épisode est emblématique puisque Bernays envoie défiler un groupe de jeunes mannequins, donc c'est pin-up, sur la prestigieuse 5e avenue de New York lors du défilé de Pâques, en leur faisant allumer des cigarettes qu'il leur fait appeler des Torches of Freedom, les torches de la liberté, pour affirmer donc leur liberté contre l'opinion générale qui interdisait aux femmes de fumer dans la rue. Il ne suffisait donc pas que les hommes soient addictés au tabac et asservis à tout ce que représentait pour eux la cigarette, c'est-à-dire la dignité, la liberté, etc. Il fallait aussi que les femmes le soient à leur façon, donc prendre aux hommes ce petit objet et gagner ainsi imaginairement leur liberté. Ce qui est évidemment très significatif ici, c'est que cette libération, entre guillemets, se soit faite au prix d'une réelle addiction, au tabac en l'occurrence, qui est quand même une drogue courante mais dangereuse. Et l'opération a été recommencée ensuite au sortir de la Prohibition, 1933, avec l'alcool, puis avec le jeu, toutes ses formes. Et ce n'est pas tout, puisque les spin doctors s'avisèrent alors très vite que tout produit pouvait être addictif, au sens où on pouvait en causer le besoin impérieux, parce que si on ne l'avait pas, on se sentait diminué par rapport à ceux qui pouvaient l'avoir. Bref, il a donc fallu mettre en face de chaque appétence cernée par les personnes du type Bernays, donc chaque appétence violemment excitée par des messages de toute nature, des affiches, des publicités, des messages de radio, cinéma, télévision, messages littéraux ou messages subliminaux. Il a fallu donc mettre en face de ces appétences violemment excitées un objet manufacturé censé combler le manque de cet objet. Alors aujourd'hui, bon nombre de sciences constituées sont utilisées par le marketing. La psychanalyse, je l'ai dit, c'est instrumentalisée par le marketing, et la psychologie appliquée pour cibler les désirs et les appétences. La sociologie pour segmenter la population en groupes différents qu'il faudra ensuite cibler. Aujourd'hui, la neuroéconomie, qui est au croisement donc, de l'économie et des neurosciences cognitives, qui étudie les processus de prise de décision d'achat, jusque et y compris celles qui impliquent une prise de risque. C'est pas tout, puisque la philosophie même peut être mise à profit par le marketing. De la même façon que la psychanalyse freudienne a pu être instrumentalisée contre Freud lui-même, ça va sans dire, pour tenter de définir les désirs des populations, la philosophie a pu être mise à profit puisqu'elle travaille au décryptage du sens du monde dans lequel nous vivons. C'est donc la vieille ancienne philosophie, où allons-nous, qui intéresse le marketing. Or, il y eut, dans les années 60, une réponse sidérante à cette question, une réponse venant de la philosophie. La réponse était « Nous allons vers un devenir nomade ». Vous reconnaissez là le pas de Gilles Deleuze, qui a consacré un certain nombre de ses cours aux nomades, arabes, turcs, mongols en particulier, et au nomadisme en général. Alors, que voulait-il ? Eh bien, certainement pas que nous partions chez les derniers nomades, comme nombre de routards des années 60 le faisaient, mais que nous échappions aux formations étatiques et aux machines, ce qu'il appelait les machines de pouvoir sédentaire. Deleuze, dans cette visée, voulait que nous oublions le pouvoir et que nous redécouvrions la puissance. Et Deleuze ne savait pas qu'il était en train de fournir un nouvel imaginaire à ce capitalisme libidinal qui avait si bien marché depuis la guerre, mais qui devait impérieusement se renouveler à la fin des années 60.
Il dessinait ainsi la figure du héros à venir, du héros imaginaire à venir, présenté au faune, un individu en déplacement permanent, fluide, capable d'investissements multiples, schizo, insaisissable. L'heure, donc, n'était plus au sujet freudien, ce névrosé qui obéissait à la loi, qui refoulait ses désirs, et qui, quand il les assouvissait, avait un peu trop tendance à souffrir de culpabilité. La consommation généralisée, mise en place sous l'égide d'un freudisme de marché, pourrait-on dire, appliquée à débusquer ses désirs cachés, a finalement produit un autre sujet, on peut dire peut-être un assujet, comme le dit parfois Jean-Pierre Lebrun, un assujet ouvert à tous les branchements. Et les spin doctors comprirent très vite qu'il y avait là une carte décisive en jouant le jeu des identités floues, schizées, divisées, multiples, mouvantes. Rien de mieux, en effet, qu'un univers de loisirs intégralement investi par des marchandises en constant renouvellement pour permettre l'accès à ce nouveau monde nomade. Aujourd'hui, aux clients nomades, il faut des smartphones nomades, des tablettes nomades, des produits alimentaires nomades. Il existe même un site qui s'appelle nomadshop.com qui décline tous les produits nomades possibles. Ce signifiant majeur de l'élaboration de l'océane est devenu le terme favori des publicités actuelles. Pensez par exemple au forfait nomade de chez Bouygues et autre allusion au nomadisme. Le monde, donc, est, depuis 68 ou après 68, devenu en quelque sorte, comme le disait Foucault, devenu de l'océan. Il n'y a eu qu'un modeste prix, je ne dis pas que c'est de la faute de Deleuze, je dis que c'est une utilisation de Deleuze comme il y a une utilisation de Freud. Il n'y a eu qu'un modeste prix à payer pour que cette utopie se réalise. Il a fallu et il a suffi que l'homme, là où il était encore libre, dans son temps libre, même partiellement, devienne un consommateur. Et c'est bien sûr là où l'utopie se transforme en dystopie et le meilleur des mondes se transforme en pire des mondes. En effet, le consommateur est un individu qui n'est plus maître de ses choix, puisque les spin doctors ont déjà choisi ce qui était bon pour lui. On peut le dire autrement. Autrefois, seul le travail était aliéné. Désormais, à partir de 1909 et plus encore après 1945, désormais le loisir l'est aussi. Ces deux mondes sont désormais continus. Ce sont les objets épars que le prolétaire produit dans son travail aliéné qui lui reviennent entiers dans le monde de la consommation. Ces objets, avant d'être éventuellement utiles, sont essentiellement des leurres et des simulacres qui contiennent une promesse donc de satisfaction pulsionnelle et de réalisation fantasmatique. Tout ça peut se dire à la façon de Debord, de Guy Debord. La marchandise a pris en charge les loisirs du travailleur. Du coup, le reniement de l'homme, qui avait commencé dans la production, s'achève dans la consommation de masse. Et le monde humain s'en retrouve entièrement prolétarisé, puisqu'au monde du travail aliéné succède celui de la consommation libidinalement formatée. C'est-à-dire qu'à une première prolétarisation, celle du consommateur, a succédé une seconde, celle du consommateur. On a été un certain nombre à travailler là-dessus, depuis Debord, Baudrillard, Stigler, Georges Ritzer, etc. Ce qui a donc disparu, c'est ce temps très précieux du loisir comme temps réservé à soi pour sa formation et pour la production d'œuvres qui peuvent éventuellement compter pour la civilisation, mais qui, en revenant sur le sujet, soutiennent le ou les processus de subjectivation. Dans cette prolétarisation seconde, le souci de soi se trouve donc transformé en besoin insatiable d'objets manufacturés. Je dirais, tel est le spectacle
pour rester dans l'esprit de Guy Debord, tel est le spectacle actuel. Cependant, que je vous dis tout cela, je reste pourtant à préférer les termes de l'heure et de simulacre à celui de spectacle. Terme que Debord définit ainsi dès le début de la société du spectacle, c'est dans la thèse 4. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Si ce terme de spectacle me gêne, c'est parce qu'avec son article défini, le spectacle, il me semble trop totalisant, trop unifiant, trop universalisant, pas assez soumis en quelque sorte à la variation historique. Ce qui apparaît donc pour moi à l'évidence comme un héritage de Hegel, et Debord a pratiqué beaucoup. Or, le spectacle actuel ne représente pas, à mes yeux, l'état dernier de l'histoire, une sorte de fin hegélo-debordienne de l'histoire. Il suffit que j'évoque le prolétariat et ses défilés de masse, avec ses photos officielles constamment retouchées, avec ses tribunaux permanents et ses aveux fabriqués. Il suffit que j'évoque les pompes tragiques d'édification du grand sujet arien du nazisme, avec ses fleuves de croix clamées et les vociférations luthériennes en bout de fond, et il y a bien d'autres spectacles. Chaque époque, même, pourrait-on dire, eut ses techniques narratives et représentationnelles. Et celles des époques précédentes, ou celles d'autres cultures, étaient aussi, sans aucun doute, en leur temps et en leur lieu, tout aussi sensationnelles et efficaces que celles de Hollywood, de la publicité et de la télévision. En ce sens, toutes les sociétés ont été des sociétés du spectacle, et on aurait tort de réserver le terme au XXe siècle. Le risque que je cours, si on suit Debord sur ce point, je suis sur beaucoup de points, mais pas sur celui-ci, c'est d'oublier que le spectacle de son époque ne fut qu'un état intermédiaire. Je veux dire que si l'histoire insiste dans cette voie, je veux dire dans cette voie du produire et du consommer toujours plus, nous verrons d'autres spectacles, non pas ceux de l'abondance factice et aliénante de la société de consommation, mais ceux de la disette et de la ruine. En fait, nous sommes en route vers une troisième prolétarisation, la prolétarisation du monde lui-même en tant que monde physique. L'idée de produire et de consommer toujours plus, ayant gagné toute la planète, il faut désormais que chaque parcelle de terre, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque plante, chaque animal, chaque cellule vivante, chaque joie, chaque souffrance, chaque pulsion, etc., soit exploité afin que soit réalisé le vœu d'avoir toujours plus, nonobstant les risques de ruine et de destruction du monde. Nous commençons d'ailleurs d'avoir beaucoup d'images de ce nouveau spectacle. Fukushima, par exemple, ou la pollution en direct du golfe du Mexique. Cela ne veut pas dire que le spectacle, donc celui de Debord, n'a pas ses spécificités. En effet, ceux qui précédaient étaient des spectacles qui célébraient ce que, dans la métapsychologie freudienne, on appelle l'idéal du moi, lequel représente un modèle d'identification, c'est-à-dire un chef. Un modèle auquel les petits sujets peuvent emprunter des traits, comme par exemple, ce que j'ai trouvé sur une image de Heidegger des années 30, cette petite moustache carrée, reconnaissable entre toutes, qu'Heidegger arborait justement dans ces années 30. Comme ce parler ou cette écriture baroque que bien des lacaniens imitent littéralement de leur maître, mais pas Jean-Pierre Louis. Comme ce chapeau de tonton, ou cette écharpe, ou cette intonation qu'affectionnaient les Mitterrandolâtres des années 80. Ça, c'est le trait du chef que l'on prend pour s'en parer. Si quelque chose a changé entre les spectacles anciens et le spectacle actuel, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grands sujets autour duquel tout le reste s'assemble. Plus de grands sujets à représenter. Ce que le spectacle actuel montre et célèbre, c'est ce petit sujet, comme vous et moi,
dans ses rêves consommatoires. Ce qui est représenté, c'est moi, certes, mais c'est moi dans la forme non plus de l'idéal du moi, mais du moi idéal. Sachant que, dans la métapsychologie freudienne, cela désigne une instance relevant de l'imaginaire, reposant sur un idéal ressemblant à celui de la toute-puissance infantile. On peut le dire autrement, les spectacles anciens donnaient à voir des foules avec chef, dans les spectacles actuels s'exhibent des foules sans chef. Le temps est donc venu pour les ego pride de toutes sortes et pour les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, ce qu'on entend, ce n'est plus les Français parlent au français, où il y avait, paraît-il, un chef, autrefois, sur la radio de Londres, mais ce serait plutôt les narcisses parlent aux narcisses, sur Twitter. Si l'on prend les ego pride et les réseaux sociaux, par exemple, on peut dire qu'il s'agit en quelque sorte de spectacles enfantins donnés par des adultes. Faites bien attention, enfantin, ça ne veut pas dire puéril, parce que dans ces spectacles, les déchaînements pulsionnels peuvent atteindre des degrés de rare violence, à l'instar du niveau sonore généralement atteint dans ces parades et par les saturations subites qui peuvent apparaître dans les réseaux sociaux. Ces spectacles font entendre des adultes revenus à leur forme perverse polymorphe, caractéristique de l'enfance, en quête d'un plaisir limité à une ou plusieurs zones corporelles partielles en vue d'une jouissance immédiate, réelle, celle du corps. Cette jouissance est obtenue quand la pulsion s'investit dans un objet de réalisation fantasmatique présenté par le marché sur le marché des plaisirs. Du coup, donc, le marché est analysable comme promesse de jouissance. Promesse évidemment non tenue, car sitôt réalisée, elle s'investit sur un autre objet, créant de la sorte un manque permanent. Dans les réseaux sociaux, cela fonctionne comme dans les bulles spéculatives, c'est-à-dire à la folie mimétique. Sauf qu'ici, ces bulles sont discursives. Chaque mise porte le nom d'un produit ou d'une opinion à vendre. Ce cercle vicieux de la demande pour le sujet et constitue pour le marché un cercle vertueux, car il alimente la demande d'une façon exponentielle. Je crois qu'on ne comprendrait rien à la chute, ce qu'on appelle souvent la chute de l'autorité dans nos sociétés, constamment évoquée, si on ne la met pas en relation avec ce changement de structure de la foule, c'est-à-dire le passage de la foule avec chef d'autrefois, centrée sur l'idéal du moi, à la foule sans chef, célébrant le moi idéal, favorisé aujourd'hui par le marché. Il faut aller, je crois, un petit peu plus loin dans l'analyse en se demandant quel type de lien social produisent ces foules sans chef. J'ai proposé dans certains travaux de nommer égo-grégaire ce nouveau type de lien social. Égo pour désigner ce qui appartient au sujet, de façon normale, comme lorsqu'on dit je, égo en latin, et de façon pathologique, comme dans l'égoïsme. Et grégaire, parce que cela vient du latin gregarius, qui vient de gregis, qui signifie troupeau. Et c'est en effet cela qu'il faut bien saisir pour comprendre le fonctionnement des foules actuelles et la bêtise contemporaine. La juxtaposition, le nouage inédit de l'égoïsme et de la grégarité. Car le comble dans cette forme, c'est que le sujet se croit libre parce qu'il a satisfait ses appétences alors qu'il est pris la main dans le sac, refermé sur l'objet manufacturé, qu'il a saisi avec la même vigueur que celle du poisson qui a le verre, qui est accroché à l'hameçon. Il est pris, en quelque sorte, par ce qu'il croyait prendre. Et c'est parce qu'il est pris qu'il peut être mis en troupeau de consommateurs, incessamment mené vers des sources providentielles, pleines de sirènes, de naïades et de pin-up, qui lui susurreront qu'il est libre et qu'il deviendra vraiment lui-même lorsqu'il aura acheté, par exemple, le dernier iPod. Ou qu'il sera, avec cette banque ou avec ce réseau social, au centre du système. Avec cet égoïsme grégaire, nous sommes sans doute devant un type d'agrégat assez nouveau.
Nous sommes comme devant des monstres sécrétés par la démocratie. Des monstres parce que ces formations sont profondément antidémocratiques. Elles fonctionnent à la désubjectivation, puisque le sujet ainsi pris passe alors du côté de l'objet qu'il a attrapé. Et c'est là où la perversion polymorphe de l'adulte et l'addiction sous toutes ses formes se nouent. Ce modèle productiviste et consommatoire, je vais terminer là-dessus, qui est né en Occident, est en train de gagner le reste du monde. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Et pendant ce temps, c'est la crise actuelle, il est en train de s'effondrer en Europe. Nous sommes donc dans une nouvelle crise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce modèle fonctionnait il y a peu sur ce discours. Pour peu que tu travailles bien, pour peu que tu veuilles bien travailler à continuer, pour peu que tu veuilles bien continuer à travailler bêtement, tu auras des récompenses. Et nous sommes aujourd'hui à quelques crans plus loin, puisqu'ils disent désormais ce discours à peu près ceci. La jouissance, on s'en occupe, tu peux demander tout ce que tu veux. Quant au travail, tu repasseras, il n'y en a plus. Évidemment, ça ne pourra pas durer longtemps comme cela. Et en fait, donc, crise de sens, nous sommes là devant un effondrement du sens, devant un non-sens. C'est pourquoi je crois que c'est à nous de jouer aujourd'hui, c'est-à-dire à vous, pour construire un autre modèle qui désaliène le travail et le loisir. Je vous remercie.